Il n'est au monde rien de plus rare qu'une personne que l'on peut supporter tous les jours, écrivait en son temps le poète italien Giacomo Leopardi. Du début du 19e siècle à aujourd'hui, rien ne semble avoir vraiment changé sous le soleil de l'amour et de la vie à deux, surtout lorsqu'adviennent les difficultés, motifs fréquents de séparation. Alors, à l'heure où nous vivons de plus en plus longtemps, comment faire des difficultés un moyen de se rapprocher dans le couple? Ce n'est pas mission impossible, en tout cas pas forcément si l'on en croit, j'espère, mes 4 invités du jour. C'est parti, donc cette émission en quête de sens, je le rappelle, sur Radio Notre-Dame et sur RCF. J'ai la joie de recevoir Florence Lautrédoux. Bonjour Florence. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, vous êtes toujours coach, psychanalyste, thérapeute de couple, écrivain. Alors on peut mentionner votre dernier ouvrage en lien avec le rêve, Florence, n'est-ce pas? Oui. Qui est sorti il y a quelques temps maintenant, mais on peut toujours le mentionner. Oui, on peut toujours le mentionner. Donc femme, le titre La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves. La femme qui ne se souvenait plus de ses rêves, chez Odile Jacob. Olivier Ponce est en ligne avec nous, mais je continue ce petit tour de table. Steven Gunnel et Sabrina Gunnel, on ne vous présente plus, mais quand même un peu. Bonjour. Bonjour. Les deux. Bonjour. Vous deux. Vous qui venez, on peut le dire, vous venez de produire et de sortir ce magnifique documentaire sur l'évangile de la sexualité d'une seule chair, bien évidemment toujours disponible sur les plateformes audiovisuelles, c'est-à-dire YouTube et autres... Sage. Cinéma. Et Sage Cinéma, VOD, et dans les DVD. cinémas, à la demande et de dans ceux le qui cinéma. le désirent, qui le demandent. Vous, effectivement, vous venez, alors là, à la fois en tant que Steven et Sabrina, qui êtes mariés, qui êtes ensemble depuis maintenant quelques années, mais également pour nourrir cet échange autour de cette... Eh bien, question, c'est vrai que c'est drôle, un sujet sur les difficultés. Pourtant, Dieu sait qu'on en parle d'amour dans cette émission en quête de sens. Vous le savez, auditeurs qui nous écoutez depuis longtemps maintenant. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais traité ce sujet autour des difficultés. Finalement, comment éviter la rupture, on l'a déjà traité. Mais comment, au contraire, en fait, faire des difficultés un moyen de se rapprocher? C'est peut-être un peu ambition comme question, mais on va voir justement ce que vous avez à nous apprendre les uns les autres. Et enfin, nous sommes donc en ligne avec Olivier Ponce. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Marie-Ange. Alors, à part votre fonction de chef d'établissement, etc., vous venez aujourd'hui avec ce livre « Choisir d'aimer » chez Artege, Olivier Ponce. Effectivement, faire des difficultés, un moyen de se rapprocher. Est-ce que pour vous, c'est un peu... en tout cas, voilà, ambition, on peut le dire, Olivier Ponce, ou c'est un peu gonflé de ma part d'avoir posé la question ainsi? Non, je trouve que c'est une très bonne question. Là, j'ai fait le test avec Constance, mon épouse, avec qui est un peu l'inspiratrice aussi de ce livre, qui est thérapeute de couple. On l'a écrit presque à 4 mains, même si c'est moi qui signe. En fait, c'est vraiment toute notre expérience de rencontre de jeunes couples, de préparation au mariage, qui nous permet de l'écrire. Et en fait, non, c'est une vraie opportunité. Si je faisais le calcul pour moi, 35 ans de mariage, j'ai calculé, c'est à peu près 10 000 difficultés, à peu près une difficulté par jour. Ouais. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter, en fait. C'est normal, les difficultés. C'est normal et pourtant ça passe ou ça casse, et bien souvent ça casse. Sabrina Oui. et Steven, j'ai presque envie de vous passer le micro, si je puis dire, le relais. Oui, alors, dans les difficultés, je pense qu'il faut peut-être cerner aussi de quel type de difficultés on parle, parce qu'il y a des difficultés qui est inhérent peut-être à notre propre péché, c'est-à-dire le retournement vers soi, l'égoïsme, et donc c'est comme ça qu'on peut blesser l'autre. Et il y a évidemment aussi les aléas de la vie qui nous tombent dessus, quoi. Donc, et qui peuvent aussi... Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait des aléas de la vie? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc, voilà, il y a deux choses qui amènent vers le repli de soi, un peu comme une bête blessée, en fait, où on n'a pas envie d'aller vers l'autre, alors qu'en fait, il faudrait se réaimanter, quoi. Ouais, mais c'est peut-être un sujet qu'on n'aurait jamais posé il y a des années et des années. C'était plus normal, logique, évident de concevoir une vie avec ses difficultés. Aujourd'hui, on n'aime pas ça, on n'aime pas souffrir et du coup, enfin, on n'a jamais aimé souffrir, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'évidence qui a disparu autour de la vie qui n'est pas smoothie tous les jours, Florence, n'est-ce pas, ou pas? Tout à fait. Il y a un récit idyllique souvent colporté par les médias, les chansons, les films. Il y a un récit idyllique de l'histoire d'amour qui est forcément très hédonique, qui doit plaire, qui doit satisfaire. Enfin, on est quand même Aux très besoins. matérialiste. Et brusquement, l'idée d'être confronté à l'épreuve ou à la difficulté, c'est comme si les gens avaient un deuil à faire, le deuil d'une histoire idyllique, quoi. Ils n'aiment pas ça. Le deuil d'une histoire idyllique, c'est fort, hein, ce que vous dites. C'est fort. Ça vous parle, Sabrina et Steven? Alors, Vous êtes passés par là ou pas, vous? Oui, en fait, c'est tout un chemin. C'est vrai que mais je pense que oui, on est passé par des moments, des phases un peu difficiles. Notamment, moi, le premier truc qui me vient, parce que vous en avez parlé, c'est qu'au début,
c'était compliqué pour toi, hein, mais je parle en ton nom, mais c'est... Ça va balancer Non, mais, aujourd'hui. non, mais en fait, c'était compliqué que je puisse ne pas être d'accord. Et à partir du moment où j'étais pas d'accord, il fait, mais en fait, on n'est pas fait pour être ensemble. Il y avait un peu cette idée, genre, mais on devrait être d'accord sur tout, en Ouais, fait. On devrait être... Et en fusion. fait, Ouais. et en fait, ben non. On est deux personnes distinctes. Et c'est là où ça a commencé un peu à se frotter et à se confronter. Et à voir que, ben non, il faut s'écouter beaucoup, en fait. Ouais, Olivier Pons, ça fait partie des 35 000 difficultés pour vous avec Constance, votre femme? Oui. Oui, je me souviens des premières années de mariage, c'était pas ne pas être d'accord, c'était avoir des goûts différents, très différents. C'était accueillir nos différences. Je crois que c'est la première grande difficulté. Et souvent, quand on voit des jeunes couples qui sont dans la fusion, les 2-3 premières années, ils ont du mal à accueillir cette idée que oui, on est différent et c'est bon d'être différent. Et quelque part, ils ont un peu peur. On a un peu peur parce que, disait Florence, sur l'idéalisation, on a toujours ce mythe de la fusion. Hein. C'est le mythe d'être complètement identique, fusionnel, parfaitement ensemble. Alors qu'en fait, non, c'est normal d'être différent et ça creuse quelque part, ça nous rapproche, ça nous révèle à l'autre en fait. La première chose, c'est que la différence, et donc la difficulté, ça me révèle à l'autre et je me révèle aussi à moi-même. Et donc, nous révélons ensemble, couple, dans la difficulté. Il y a plein de choses sur la révélation par la difficulté, je crois. C'est la première étape. Florence, vous êtes d'accord avec cela? Ah, complètement, parce qu'à partir du moment où l'autre n'est pas d'accord avec moi, brusquement, au lieu d'être fondu dans la même harmonie très fusionnelle, je le regarde. Et ce que je vois ne me plaît pas d'ailleurs, parce que c'est pas ce que je veux. Mais en même temps, ce que je vois, c'est lui ou elle. Et ça me permet de sortir de cette espèce d'habituation qu'on a tous, où on considère que l'autre est familier, ce qui fait qu'on ne le voit pas. Et en fait, ça peut être une occasion de l'aimer vraiment pour ce qu'il est. Et quelle est justement, c'est intéressant parce que les couples d'aujourd'hui, ceux que vous recevez, je ne sais pas si vous les recevez ensemble. Parfois, si ça arrive ou pas? Non, tout en individuel, vous. Hein. Individuel et ensemble parfois. Enfin, quand on fait ça dépend de la combinaison qu'on fait pour une thérapie de couple, mais il y a forcément des moments je dirais pas de confrontation, mais de rendez-vous ensemble. Quelle est la difficulté numéro 1? Est-ce que c'est la déception par hasard? Est-ce que c'est pas la déception? Oh, il m'a déçu. Oh, elle m'a déçu. Vous comprenez? Elle m'a déçu. Il m'a déçu. Oui, il y a évidemment les trahisons. Mais je pensais à justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la vision des choses. Oui. Surtout l'évolution. Parce que les gens, quand ils évoluent, ils changent psychologiquement, mais ils changent physiquement. Il grossit, elle grossit, il devient paresseux, il était sportif, il ne l'est plus, etc. Les reproches, on va dire, le grand cluster de... Je les regarde à chaque fois. Non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que ce qui est étonnant aussi, c'est que au début, quand on se rencontre, en fait, mystérieusement, je demande sous votre approbation, mais ce qui nous attire, c'est justement ce qui vient pas de nous, ce qui est différent de nous, je trouve. On est attiré par quelque chose de différent. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est ça qu'on va le plus détester, en fait. Enfin, qu'on va dire, c'est plus possible, etc. Alors qu'au début, on se dit, mais c'est génial, il fait ça, mais il est tellement généreux. Puis après, on fait, putain, j'en peux plus, il n'arrête pas de parler. Non, mais voilà, donc c'est assez mystérieux, en fait. C'est mystérieux, hein. Ça vous laisse un peu. Mais moi, j'ai une vieille formule que j'ai entendue une fois et que je garde parce que je suis vieux corps. En fait, c'est tous les matins, je la demande en mariage. Dans la journée, on a divorcé 7 fois et le soir, on se demande pardon. Waouh, voilà, super. Pour faire simple. C'est vrai, encore aujourd'hui, vous savez bien sûr. Comme ça. On s'est rencontrés, on en parlait il y a 2-3 jours. En fait, on est quasiment à la date anniversaire de notre première rencontre, il y a 17 ans. Aujourd'hui, c'était il y a 3 jours. Waouh. Donc, c'est sympa. En plus, on vient chez toi aujourd'hui, c'est super. Bah ouais, ça me fait trop plaisir. Et pour dire en effet, oui, c'est en fait je pensais à ça quand tu nous as invités. On se dit qu'est-ce que tu veux qu'on raconte, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, qu'est-ce que tu veux que on est comme tout le monde, bien évidemment. Chaque jour est un combat, chaque jour est un choix, chaque jour est une petite mort à soi pour mieux vivre avec l'autre, pour être plus dans la vie de l'autre. Et on n'a jamais fini de se sanctifier, de s'aimer, de grandir. Et cet amour évolue évidemment, grandit avec nous, nous accompagne. Alors maintenant, tirer d'une difficulté pour mieux se rapprocher, moi j'aime bien l'humour en fait. Ouais. Voilà, dès que ça pète à un moment donné, dès que ça commence à devenir tendu, dès que ça commence... Pardon, je vais être grosse, je lâche une caisse. Je balance une vanne, je fais un truc drôle et hop, tout de suite ça vient péter la tension. Autant que faire se peut, parfois c'est vraiment très tendu, donc je m'échappe. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut... Voilà, tu fais ton ours, tu vas dans ton coin, tu vas dans ta grotte, tu te casses. Tu pars la journée, tu pars la soirée, tu vas voir tes potes, tu fais ce que tu veux, tu vas voir un match de foot. T'attends, tu redescends un petit peu.
Voilà. Et après, tu reviens tout doucement. Ouais. Voilà. Mais il faut en effet... alors, je ne parle pas pour moi, parce que j'ai jamais fini de grandir et de mûrir, mais je parle en maturité. On n'a jamais fini de... On n'a jamais fini de mûrir, en fait, et d'être mature. En fait, c'est presque un acte courageux, héroïque, de se renoncer, de se dire... plus douloureux que ce que je suis en train de souffrir là, parce qu'on s'est foutu sur la gueule pour une histoire à la con, plus douloureux encore, c'est l'idée de la savoir malheureuse. Oui, parce que vous êtes centré sur votre partenaire, ce qui, à mon avis, la clé de tout couple qui dure, c'est être capable de se centrer sur le partenaire, sur l'autre et pas sur soi. Et le deuxième c'est pas simple aujourd'hui. Hein. Non, mais ce qui est bon, c'est justement, en fait, il y a presque on est tous en chemin, je suis bien d'accord, hein, et puis moi qui parle, je ne suis pas non plus un modèle, mais ce que je veux dire, c'est que cette espèce de recul dont tu parles, qui peut être à la fois de sortir une vanne, ça peut être de rigoler, de s'abstraire, c'est ce que j'appellerais le fait de se mettre en méta, c'est-à-dire juste au-dessus de la situation, mais pas parce qu'on est supérieur et qu'on va méditer, c'est simplement, il faut sortir de là. Parce qu'à un moment donné, on voit bien que c'est l'ego qui s'agite. Et puis en plus, l'ego qui reproche à l'autre ses difficultés, etc. Enfin bref, c'est souvent un ego qui peut projeter sur l'autre des problèmes personnels, une tension qu'il a eue dans le boulot, le fait d'avoir mal bouffé la veille et d'avoir mal dormi. Enfin bon, milliers de choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, mais qui peuvent corroder, abîmer la relation de couple. Donc brusquement sentir qu'on est en train de vriller, on le sent très bien. Quand on commence à se sentir moche, ou pas très positif, l'abstraction, se retirer, se mettre à l'écart, d'une façon ou d'une autre. Et effectivement, moi j'adore l'humour. Alors parfois c'est là où on peut être décalé, parce qu'on sort un truc que nous on trouve très drôle, et si en plus l'autre, en pleine difficulté, ne rit pas de notre humour, ça peut nous énerver encore plus. Donc ça passe ou ça casse. Il faut être capable de tenter le truc. Connaître un peu la personne en face. Voilà, connaître un peu ça. Non, mais il y a des trucs irrésistibles, puis il y a des trucs où... Parce que nos sensibilités, nos susceptibilités sont différentes, donc l'autre peut ne pas réagir aussi fortement que nous. Ça marche l'humour chez les ponces ou pas trop? Non, on ne fonctionne pas trop à l'humour, en tout cas pas dans la difficulté. Ça s'entend, hein. Moi j'ai toujours peur, je dirais, moi j'ai peur de tomber à plat. Ouais. J'utilise quand ça va bien, quand ça va pas bien, quand on est un peu dans la crise, parce que bon, ok, la difficulté, là, ça nous révèle nous-mêmes, mais ce qui devient compliqué, c'est quand ça commence à galvaniser, à se focaliser en crise, et où là, il faut la résoudre. Et là, je trouve que c'est difficile d'utiliser le mot. Là. Pour moi, c'est là où il faut rentrer un peu dans le travail. Constance a dit toujours, il faut qu'on fasse équipe. Bon, faut que le nous travaille. Là. Donc, le nous, c'est le couple, en fait, et qu'on se descende de soi et qu'on aille vers l'autre, un peu sérieusement peut-être. Le mot peut aider. Ça, moi, je suis très admiratif des couples qui utilisent les mots, mais j'ai un peu de mal, moi, dans ces phases-là. Mais par contre, oui, aller chez l'autre, quoi, comme dit Porter, toute cette attitude de décentrement de soi, aller voir, qu'est-ce qui t'a fait mal, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la décision que j'ai prise peut-être trop vite, qu'est-ce qui t'énerve, il y a tous les énervements, et après pouvoir retisser, accueillir, retisser, et puis bien sûr, on en parlera j'imagine après, mais la question du pardon, de la réconciliation, etc. Ouais. Donc voilà, je dirais ça quand même peut-être comme premier conseil, c'est prendre le temps de s'asseoir et de regarder la difficulté. Ça peut faire oraison d'une certaine manière. C'est-à-dire ça peut faire oraison. Excuse-moi, on est sur une radio chrétienne, donc je vais Christocentrer. On peut se lâcher un peu là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est à un moment donné, tu vois, un chrétien qui ne va pas faire oraison, un temps d'adoration devant le Seigneur, devant le Saint-Sacrement, qui va un tête-à-tête avec son bon Dieu, pour parler, pour dialoguer, pour dire ce qui ne va pas, justement. Qu'est-ce que tu attends pour m'exaucer? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Du dialogue. C'est la même chose avec son couple, en fait. Oui, bien sûr. Quand tu vas voir ton épouse, quand tu vas vers ton mari, c'est un temps d'oraison aussi dans le dialogue. C'est un temps dans l'écoute, c'est un temps de partage, c'est un temps d'affection, c'est un temps de... Il faut mettre de la tendresse. C'est de la tendresse, en fait. C'est un temps de tendresse, en fait. Et on peut même en rire aussi. Moi, j'observe que l'humour, si on continue sur le sujet, ça peut être décalé après. Quand on voit un peu tout ça comme une comédie humaine, finalement, il y a une comédie humaine. Enfin, moi, je suis sûre qu'un jour, on regardera tout ça, nos gesticulations. Enfin, vous voyez la difficulté du couple dont la chaudière tombe en panne. Elle est en train d'appuyer sur tous les boutons. Enfin, c'est une histoire vécue. L'autre, il est avec son ordinateur parce que c'est un gros analytique et il essaie de retrouver Frisquette B12, 13 et voir ça et traiter ça alors qu'il fait -2 et que ça presse. Bon, tension. Deux façons de voir le monde, deux façons de pas réparer la chaudière dans un cas et peut-être de l'autre. Néanmoins, une fois qu'on a sorti de tout ça et qu'on regarde une difficulté, par exemple, de couple, mais parmi toutes les petites difficultés, on en rigole, parce que on a un peu de dérision sur soi-même. C'est de la comédie humaine, quand même, globalement. C'est ce qui se passe. Et c'est ça l'oraison. C'est ce qui se passe régulièrement. À chaque fois qu'on se remémore, tu te rappelles quand on s'est foutu sur la gueule pour... Oui. Tu t'es trompé de chemin sur la route, machin, on s'est foutu... On rit, tu vois, on fait, putain, mais comment on a pu... Voilà. Comment on a pu se mettre dessus pour ça. Et on en rit encore. Et ça met c'est comme si ça mettait des petits bourrelets de protection face des espèces de matelas face aux prochaines difficultés, parce qu'il y a un socle de complicité. Et après, on peut se rappeler du truc.
et rigoler. Enfin, je veux dire, voilà. Eh bien, je vous propose de nous rappeler, j'allais dire. En tout cas, de nous retrouver juste après Chopin et cet extrait de l'étude opus 10 numéro 5 en sol bémol majeur, si vous le permettez, ce vivace. À tout de suite. Chopin et l'amour sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment faire des difficultés un moyen? Et oui, il y en a des moyens de se rapprocher dans le couple et parfois la difficulté peut aider. On essaye de comprendre comment aujourd'hui avec nos 4 invités, Florence Leutrédoux, Olivier Ponce, Steven Gunnel et Sabrina Gunnel. Effectivement, je voulais évoquer avec vous, suite à ce qui a été dit en cette première partie d'émission, les amis, l'effet surprise. Alors, nous avons tous un rapport particulier à la surprise. Un livre de 500 pages n'y suffirait certainement pas. Mais Florence, c'est vrai que en fonction de... on aime tous les bonnes surprises, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sujet autour de cela, mais en revanche, les mauvaises, dès quand on est deux, ça peut être encore plus compliqué que quand on est seul face à cette fameuse surprise, mauvaise surprise. Alors, je parle en souriant, mais parfois, il y a des surprises dramatiques, des tragédies qui font partie des choses surprenantes de la vie. Un deuil d'enfant, la mort d'un proche, la mort des parents, etc., 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 là qu'il y a l'horreur, effectivement, dans un premier temps, mais ça peut casser des couples, ça. Oui, puis là, ce sont des tragédies. Là, on n'est plus dans les difficultés. Le thème d'aujourd'hui, c'est les difficultés. C'est pas la tragédie, c'est la difficulté, effectivement. Ouais, mais bon, c'est quand même déjà délicat. C'est quand même déjà délicat. Bah oui, parce que quand c'est très fort et quand c'est très intense, un couple qui affronte quelque chose de très dur l'affronte côte à côte, mais fondamentalement fait corps, comme on dit, ou reste soudé. Mais l'autre est quand même associé, très souvent, il est associé à la difficulté traversée. On le sait par exemple sur la maladie d'un enfant, un deuil et autres. L'autre est vraiment associé à ça, ce qui fait qu'après, certaines personnes ont du mal à dissocier la personne de l'épreuve. On le voit là bien dans un très beau film qui était La guerre est déclarée de Valérie Donzelli. Tous les deux ont aidé à sauver leur enfant. Et ils ont été vaillamment ensemble, mais vraiment vaillamment ensemble, parce que ça a été quelques années de lutte. Et à la fin, ils se sont séparés. Parce que l'autre est associé à la problématique. Donc en fait, souvent, dans les difficultés, puis surtout sur des difficultés moindres, ce qui est intéressant, c'est c'est comme si on jetait le bébé et l'eau du bain, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça, l'autre n'est pas le problème. Le problème est, on le traite ensemble, mais on ne devient pas le problème. On se dissocie, d'où l'intérêt de temps en temps d'avoir des moments où on oublie tout ça. On fait autre chose, on oublie tout ça, on se met dans autre chose. Mais la surprise, c'est quand même clé, parce que très souvent, on aime bien les surprises qui nous arrangent. Genre, vous partez en voyage, puis comment vous êtes à l'aéroport et l'autre n'a pas réservé, je sais pas quoi. Enfin, il y a des trucs qui arrivent à l'époque où il y avait les billets, l'autre n'avait pas pris les billets, ou l'autre n'avait pas fait la réservation. Enfin, il y a des trucs, il y a des actes manqués énormes parfois aussi. Comment est-ce qu'on réagit à ça? Comment est-ce qu'on réagit à ça, les amis? Sabrina, Steven et ensuite Olivier. Sabrina et Steven. On essaye de surfer sur la vague, comme on dit. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. La surprise. La surprise, Steven dirait que moi, comment je la prends, la surprise? Comment elle la prend, la surprise, Steven? Les fameux langages de l'amour.
Ouais. La parole, la bienveillance, je ne sais plus ce que c'est. Tu peux les nommer, les langages d'amour? Le toucher, ouais, la le parole, toucher, la les parole, services à parole autrui. valorisante. Bref, parlons de surprise, restons sur le sujet. On a 2 enfants, William, Victoria, 15 et 16 ans. Les 2 annonces que Sabrina m'a faites, j'ai eu le sentiment, c'est donc une surprise, quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte à chaque fois, à quasiment 1 an d'intervalle, 1 an et 2 jours, ça allait très vite. Le sol s'est écroulé. Je me suis effondré, quoi. Ça a été l'enfer. C'était là-bas, j'ai eu la peur de ma vie à chaque fois. La peur de quoi? De ne pas être à la hauteur. En fait, si tu veux, un enfant qui rentre dans ta vie, c'est un séisme pour moi. C'est fou, quoi. C'est tellement immense que vraiment, là, pour le coup, la surprise n'était pas très bonne, quoi, sur le coup. Ouais. Et je vais te faire une petite confidence. On en parle dans ce petit bouquin qu'on est en train de préparer, qui sortira bientôt. Je te fais un petit scoop vite fait. Je me rappelle, il est 3-4 heures du matin, je quitte l'hôpital. Victoria a quelques heures. Sabrina donc vient d'accoucher. Victoria a quelques heures. Je reprends la route de la maison. On habite Montrouge à ce moment-là. Donc je fais Neuilly, Porte d'Orléans. Tu vois le périph' à peu près. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Et je suis sur le périphérique, direction Porte d'Orléans. Et juste à côté du panneau Porte d'Orléans, il y a marqué Assis Lyon. Petite tentation. Et je te promets que l'idée de me casser, de prendre l'autoroute pour fuir m'a traversé l'esprit. Waouh. Voilà. Tellement je me suis senti effrayé devant Qu'est-ce qui vous a ramené? un Je vous salue Marie. La grâce, le Seigneur. Ouais. Un acte de foi déraisonnable et peut-être aussi, bien évidemment, un acte d'amour qui m'a surpassé, qui n'est pas venu de moi-même. Voilà. La vie n'eût pas été la même si vous aviez pris l'A6 vers Lyon. Waouh. Voilà. Et plus si affinité. Voilà. Sur les ondes. Eh bien, Florence, Ouais, donc tu vois, sur la surprise, t'arrives, ce monde est fou en fait, parce que parfois tu peux rentrer même avec un bouquet de fleurs, t'as fait les courses, machin, etc. Et je parle en connaissance de cause parce que c'est déjà arrivé quelques fois, avec amour, mon amour, bien évidemment. Tu vois, t'as fait les courses, tu t'es fait chier, t'as rempli le caddie, machin, etc. Ouais. Et là, tu rentres à la maison, ah putain, t'as oublié le beurre. Au lieu de dire, ah merci mon amour, t'as fait les courses, machin. Ah, t'as oublié le beurre, tu vois. Ouais. Tu vois le truc. Sympa, hein, donc tu dis, bon bah fuck, j'y vais plus quoi. Voilà. Ouais. Mais voilà, mais c'est parce que son langage, c'est paroles valorisantes justement. Voilà, parce que moi, quand je fais le ménage, on me dit pas, ah c'est merveilleux, machin. Si, c'est vrai. C'est ça. Donc en fait, c'est vrai, c'est vrai. Juste voilà. Non mais voilà, ça tient à rien. C'est tellement quotidien. Ça tient à rien, ouais. Ça tient à rien. Olivier Ponce, qu'est-ce que vous en pensez? Ben oui, alors l'intention est là, et puis ah bah non, c'était pas la bonne intention. Il fallait rajouter encore autre chose. Juste sur la surprise, je pense que bon, il y a effectivement, il y a le langage de l'amour de Gary Chapman. Donc il y en a qui n'aiment pas les surprises. Si c'est, par exemple, ceux qui n'aiment pas le langage de l'amour particulier des cadeaux, des cadeaux surprises, il faut peut-être mieux pas leur faire. Il faut s'adapter à l'autre, je pense. Exactement. Et après, les surprises plus lourdes, comme dit Steven, c'est un enfant. Moi, je dis toujours qu'on prenne le temps. Parfois, quand Constance me dit un truc à la va-vite dans la cuisine, un truc hyper important. J'aime pas du tout alors que si elle me dit tiens viens, j'ai un truc important à te dire, on s'assoit et on se le dit, du type je sais pas la perte d'un être cher, etc. Là ça va mieux. Je crois que les choses importantes, il faut aussi prendre le temps de se les dire bien, de dire j'ai un truc important à te dire, et le monde va tellement vite que on n'a pas le temps de se le dire parfois bien. J'ai une anecdote à ce sujet qui est assez. J'étais rentrée le père de ma meilleure amie est parti. C'est quelqu'un que j'aimais profondément. Je suis rentrée très affectée de l'enterrement. Et je me rappelle à l'époque, mon compagnon de l'époque, et que je ne suis pas, je tournais le dos. Je voulais pas rester dans ce chagrin-là. C'était le premier deuil important de ma vie. Et en fait, donc, je suis allée à la cuisine et puis je suis arrivée tard et j'ai commencé à faire vaguement la vaisselle. Enfin, c'était une manière de s'agiter. Et puis, il me pose une question, je lui réponds. Et à un moment donné, il a vraiment pété un câble. Il me dit, mais c'est quoi ça? Tu tournes le dos. Et il a été très violent. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est? Et il est parti.
Et là, c'est ce qu'on appelle le début d'une grosse difficulté de couple sur un truc mineur qui était que moi, j'étais chagrinée, je ne savais pas comment manifester mon chagrin, je voulais le cacher, je faisais des choses, je tournais le dos en lavant vaguement la vaisselle. Lui, en n'ayant même pas mangé, d'ailleurs, ce qui était paradoxal, je lavais la vaisselle de quelqu'un d'autre, ce qui était débile. Et lui, il était derrière, il s'attendait à ce que je le regarde, que je m'assieds, je dise voilà, je suis rentrée, ça s'est passé comme ça. Il attendait d'être honoré par mon récit. Et au lieu de ça, c'était nul des deux côtés. Moi, c'était pas expressif. Et pour lui, il n'était pas honoré dans ce qu'il était, parce que lui, il était prêt à m'écouter sur le deuil de quelqu'un qui m'était cher, mais il n'avait pas envie de quelque chose de mal fait comme ça. Et vous voyez, c'est des trucs de couple comme ça. Il est parti, bon, après ça va, on s'est réconcilié aussi, mais ce que je veux dire, c'est des milliers de... Moi, ce que je vois, c'est rocailleux, quoi. C'est comme des fausses notes, des dissonances, tiens, par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure. C'est dissonant. Simplement parce que les gens ne prennent pas forcément le temps ou de réfléchir un peu à ce qu'ils ont à dire à l'autre et de l'honorer aussi dans la manière de lui parler, de se mettre en face, ou parfois de... Moi, j'aime bien l'expression « we need to talk », là, il faut qu'on parle. On s'assied, on se parle, civilisé, et on se regarde surtout. On a un rapport un peu, au fond, un peu enfantin aujourd'hui de l'amour, les amis. C'est ça un peu d'une seule chair. C'est très adulte comme film, hein, en fait. On a l'impression c'est que du bon sens, ce d'une seule chair, finalement, ce que vous avez produit. Un des points communs, un des points communs que j'ai découvert, qu'on a découvert chez chez tous les couples témoins de ce film, c'est qu'à un moment donné, il y a scission, il y a séparation, il y a distance, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de dialogue. Voilà. Il n'y a plus le verbe, toutes les problématiques abordées dans leur... c'est ça, ça part de là, en fait. Nous semble-t-il. Après... Bien évidemment, ça va du couple qui a 20 ans au couple qui a 85 ans. Donc c'est très éclectique. Mais c'est vrai que ce point commun, c'est le non-dialogue, en fait. Oui, parce que les gens sont blessés. Voilà. Donc je ne te regarde plus, je ne te parle plus, donc je me détourne et hop. Pour ne pas au lieu de péter ça, justement, tout de suite, c'est dire, tiens, allez, on se regarde, on se parle. On enquille le truc, c'est le père Potet qui dit ça. Hop, il y a un peu de distance. Le diable arrive, il met le pied dans le coin de porte. Et là, c'est l'autoroute pour lui. Oui, c'est clair. C'est vrai. Parce que souvent, c'est les ombres qui remontent. Les ombres, c'est, je ne vais pas faire du Jungien, mais c'est les mauvais, c'est les côtés de nous-mêmes qu'on n'ose pas montrer, c'est nos blessures, nos faiblesses, tout ce qui peut nous faire redescendre. Et ça affleure, on voit bien, toi, ça a été l'annonce d'un bébé, ce qui est magnifique, et en même temps, à quel point ça va remonter une panique, mais reste incommensurable. Heureusement, la grâce est arrivée. Ça peut être... Non, mais c'est vrai. Ça peut être la susceptibilité de l'autre dont je parlais, à qui j'ai pas vraiment bien parlé sur quelque chose d'important. Ça peut être aussi la pudeur. On a des ombres, des choses qui remontent. Et à un moment donné, aimer vraiment quelqu'un, c'est au-delà des facettes sympathiques et joyeuses, de connaître aussi ces points ce que j'appelle les points de vrille, quoi. Les moments où l'autre peut se refermer. Bon, c'est souvent plus masculin, d'ailleurs, mais pas forcément. Mais c'est vous rappeler James Gray. Mais c'est intéressant de se connaître aussi sur ces aspects plus sombres. Pourquoi ? Parce qu'après, on choisit les pensées de consolation. Comme dirait Ignace de Loyola, on ne va pas aller dans la désolation ou le diable, parce que là, c'est vrai que ça entre, et après, j'aime bien l'idée de l'autoroute. Il y va, quoi. Qu'est-ce que ça permet ? Qu'est-ce que ça ouvre à quoi, au fond ? Parce que s'il fallait répondre à la question, à quoi cela ouvre-t-il les difficultés ? Est-ce que ça peut en quoi ça peut être, au fond, un fruit de grâce ? Alors, sans être maso, on n'est pas là pour être maso, on a bien compris. Olivier Ponce, tiens, qui est finalement, parce que vous êtes pas encore endormi, Olivier Ponce, ça vous suffit. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que souvent la distance crée une impression comme ça de. Mais non, il n'est pas en sommeil, il est concentré, Olivier Ponce. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il y a un fruit à la difficulté ? Quel fruit peut-il devenir, au fond, cette difficulté ? La difficulté, pour moi, c'est peut-être trois choses. On l'a dit au début. D'abord, ça me révèle l'autre en profondeur, en vérité. C'est quand on dit, moi j'ai le bonheur aussi de célébrer des mariages comme Diac, et quand on dit, quand je les entends dire chacun pour le bonheur et dans les épreuves, dans le bonheur et dans les épreuves. C'est vrai. Voilà. Et les épreuves me révèlent à toi, te révèlent à moi. Et c'est ça l'amour, c'est pas que le bonheur, c'est aussi les difficultés. Et voilà, moi je dis ce grand oui, ou que ce soit à l'église ou ailleurs, un oui de fidélité qu'on se dit dans l'intimité d'un mariage naturel. Je veux dire, c'est fort ça. Cette révélation de la difficulté, ça me révèle tout de toi, y compris tes défauts. C'est la première chose. Et puis la deuxième étape, c'est ça consolide en fait.
ça révèle et ça consolide. Parce que si je traverse la difficulté, je la dépasse. On a parlé de cette naissance, on a parlé de ce deuil dont on n'a pas réussi à parler. On peut parler d'autres difficultés, de travail, d'argent. Si je dépasse cette difficulté, je consolide. Vous savez, moi je prends l'image du bateau dans mon livre. Quand on soude 2 pièces de métal, l'endroit de la soudure est plus solide que les 2 pièces de métal, ou la cicatrice sur la peau est plus solide que la peau elle-même. Donc, quand on consolide en réconciliant, en dépassant la difficulté, grâce au pardon notamment, on consolide. Voilà. Et c'est ça aussi la deuxième opportunité de la difficulté. Et puis la troisième, c'est évidemment le pardon qui est plus grand que le don. Comme la réconciliation est plus grande que la conciliation, que la relation. Il y a quelque chose dans le si je dépasse la difficulté, je vais dans le qui nous reconstruit, qui nous fait repartir, nous, le couple. Quoi. Donc il y a quelque chose, qui est presque une grâce. La difficulté doit être une grâce, quoi. Est-ce que ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas tomber dans la lutte de pouvoir, peut-être tentante, après une difficulté, petite ou grande, les uns les autres, Steven et Sabrina. Si tu es avec un ou une cynique, pas cynique, mais comment on appelle ça Perverse. Non, le mot m'échappe. Perverse, oui, là, c'est ça, un pervers narcissique, oui. Parce qu'avant de se marier, on se marie, c'est vrai, pour le bonheur. On pense pas du tout, on ne veut pas penser aux épreuves à ce moment-là. Donc, une fois qu'on est dedans, je trouve ça compliqué de s'imaginer, de se projeter. Oui, mais on peut avoir une idée quand même. Effectivement, certaines personnes aiment bien, alors c'est sans doute l'autoroute du mal dont parlait Stéphane, mais à un moment donné, certaines personnes peuvent avoir tendance à aimer la difficulté, les choses grises, ce que j'appelle l'entropie, quoi. Ce qui est la nature, si on se laisse aller, on y va tous, quoi. C'est à un moment donné descendre. On se laisse couler. Donc, on a intérêt à le sentir quand même avant de s'unir à une personne. Parce que pour moi, la capacité de joie, ou ce que j'appelle la bonne nature, même si la nature parfois ne favorise pas tout le monde, c'est hyper important à sentir. Parce que ça, ce sont des choses en revanche on peut changer, on peut évoluer, mais quand même, il y a des traits dominants. Comment est-ce qu'on fait pour le voir avant de s'engager? Très simple. L'énergie que vous avez quand vous êtes avec quelqu'un. Il y a des gens, vous les voyez, vous sortez d'un truc, même si vous avez déjeuné, même si c'est sympa, même si vous avez fait une balade, vous êtes un peu fatigué. Donc soit vous êtes face à un pompeur d'énergie, soit vous êtes avec quelqu'un qui soutire de l'énergie d'une façon ou d'une autre. Et ça, généralement, si la personne n'en est pas consciente, ça va pas s'arranger. Et là, le couple est déjà déséquilibré. Ouais. Il y a d'autres indices? C'est ce que je dis souvent quand on témoigne aussi avec Sabrina, c'est quand on s'est rencontrés la première fois, alors qu'on était dans une situation pas très glorieuse, j'étais un peu paumé à ce moment-là, bref. Ouais. Puis je réfléchissais aussi à ma vocation, je pensais au sacerdoce, à plein de choses, j'étais en pleine confusion. Mais quand j'étais avec Sabrina, j'étais dans une grande paix, dans une grande joie. Voilà. Alors qu'on était à la rue, on n'avait rien, et que tout m'effrayait à l'idée de m'engager, de me dire mais comment tu veux je vois pas comment on peut construire, on n'a pas de base, on n'a rien, je suis totalement immature au niveau du couple et de l'engagement. Ouais. Mais en sa présence, étrangement, j'étais dans une grande paix, dans une grande joie, avec tous les combats qui vont avec au moment de l'engagement et le nombre de fois où je me suis fait dessus après l'avoir demandé en mariage, et toutes les interrogations, les doutes qui sont venus après, etc. Mais voilà, en effet, cette énergie belle, douce, suave, sanctifiante, bienfaisante, en sa présence, je me suis dit, tiens, ma place, elle est là, près d'elle. Après, l'avenir fera le reste, le bon du fera le reste. Une chose est sûre, c'est que le sacrement de mariage est un vrai ciment. Et ça, on l'a pu expérimenter, nous, plein de fois, parce que je pense que peut-être sans ce sacrement, peut-être qu'on ne serait pas ensemble encore aujourd'hui. C'est possible. Avec les difficultés qu'on a pu avoir, vraiment de pouvoir se retrouver. Enfin voilà, on s'est engagé. Pourquoi? De repenser et de rester aussi sur les belles choses, en fait. De ne pas rester sur les rancœurs et les mauvaises choses, mais d'aller vers les choses positives et de pourquoi justement on s'est unis, pourquoi on s'est fiancés, pourquoi on est allé jusque-là, pourquoi on s'est mariés. Ça peut être une bonne chose à faire quand on est dans la difficulté, au cœur du drame comme on dit aujourd'hui. Absolument. De se dire, mais au fond, mais qu'est-ce qu'on a fait, de prier, de crier vers Dieu, de dire voilà, tu nous as mis dans cette merde, on est ensemble maintenant et
voilà, sors-moi de cette situation. Personne Les couples où l'un personne perd n'est son à l'abri. job, ça peut être des grosses difficultés aussi. Mais hein. personne n'est à l'abri. Les couples où l'un des deux perd son job. Bien sûr. Bah, nous, on on perd n'avait le pas un confort rond. de Hein. vie. Alors vous êtes partis d'en bas. On est partis Ouais, d'en on est bas. partis d'en bas. Et quand on part d'en haut et qu'il y en a un qui tombe, et qui fait tomber l'autre, Il a c'est connu moins aussi, pire. Personne, ça, c'est ce que je dis souvent aussi, personne n'est à l'abri de vivre une grande épreuve. On n'est pas. Personne n'est à l'abri. Ouais. T'as la foi, t'as pas la foi, on s'en fout, peu importe. Personne n'est à l'abri de vivre Comment tu un gères grand ça, drame. en fait, hein Comment tu gères ça? C'est ça le Alors, rapport à la vie. alors de faut- comment, moi je poserais la question autrement, c'est avec qui tu vas gérer ça? Ouais. Comment tu gères? Tu peux pas gérer ça. Hmm. Tu peux pas gérer. Je On pleure, contrôle peu de choses. je pleure secrètement dans mon coin depuis plusieurs jours, depuis la mort de Johan Davia, qui est le papa de Lola, la petite Lola. Voilà, son cœur a lâché de souffrance. Ouais. Il y a des douleurs tellement puissantes que ton cœur de battre s'arrête. T'es pas à l'abri de vivre un grand drame. Alors, c'est pas la question comment tu vas traverser, comment tu vas te C'est la sortir de cette merde, désespérance, etc. C'est une grande désespérance, évidemment. C'est avec qui tu vas traverser. Avec qui tu vas... alors, moi, j'ai la chance, je l'ai demandé, je l'ai reçu. Bon, s'il y en a qui n'ont pas la foi, qui la demandent, au moins qu'ils l'expérimentent. Moi, j'ai demandé la foi, je l'ai reçue. Donc, je sais depuis que je suis sauvé et que je ne suis plus jamais seul. De par cette espérance devant l'épreuve, et on en a très régulièrement, des petites, des moyennes, des chiantes, des grandes, des graves, des moins graves, on a de tout. Seigneur, voilà, tu me guides. Ma foi et mon espérance me surpassent, me devancent toujours. Olivier Ponce, est-ce que c'est plus difficile pour vous de surmonter une difficulté à deux que tout seul, au fond? Je détourne un peu la question posée, mais voilà. Ou sinon, une réaction, en tout cas, à ce qui a été apporté à l'instant. Non, je pense qu'on est évidemment plus solide à deux, à condition de ne faire pas porter par l'autre la tâche de thérapeute. Il faut savoir aussi se faire aider par un thérapeute. Ouais. On en a une autour de la table, ma femme aussi. Par exemple, dans cette question de lutte de pouvoir dont vous parliez tout à l'heure, ou d'épreuves, moi je pense aussi à tout ce qui est le dialogue imago. Nous, on a découvert avec beaucoup de bonheur qui permet, par exemple, de passer à la relation consciente, où on va accueillir cette difficulté en profondeur et essayer de la dépasser. Mais il y a aussi autre chose qu'on n'a pas encore dit, je crois, qui est importante pour moi. Bien sûr que vous disiez, mais comment on est sûr que l'autre, c'est le bon qui va passer avec moi les difficultés si j'en ai un jour, parce que j'en aurai. Moi, je crois qu'effectivement, il me donne de la joie, je suis bien avec lui, je suis amoureux, quoi. J'ai du désir pour lui, mais il y a aussi le projet que je fais avec lui. Il y a la question du projet. En fait, se marier, s'engager ensemble, c'est construire un projet ensemble. C'est ça qui nous fait aller de l'avant. Si j'attends juste cet état de joie que j'aurai peut-être pas tous les jours, parce que je serai fatigué, j'aurai peut-être mon travail, eh ben, il faut que j'ai autre chose. J'ai un projet en commun. Oui, on a décidé peut-être d'avoir des enfants, peut-être de bâtir une vie autour de tel et tel projet, tel et tel lieu. Je sais que Florence est attirée par les lieux, telle maison on voudra, ou tel accueil de l'étranger. Chez nous, c'est important, l'accueil de l'étranger. Mais ça, on a écrit au début, dans notre vie de couple, et on le tient, et on le prend sur la table de chevet, on se dit, ah oui, oublie pas qu'on s'est dit ça, et on va continuer, même si on sent moins de choses aujourd'hui. Donc le projet, la prière de couple, je crois que c'est fondamental. C'est un peu ça qui me vient là maintenant. Moi j'aime bien cette idée d'un récit. En fait, c'est comme une sorte... Bon, il y a des récits fondateurs dans le couple, il y a des récits qui évoluent, comme toutes les histoires. Hein, c'est un peu les saisons sur Netflix ou autre. Et en fait, quand une épreuve arrive ou quand une difficulté arrive, moi j'aime bien faire ça aussi. C'est une manière d'externaliser ou de se mettre à distance. Voilà, l'histoire, il se passe un truc qui casse l'histoire. C'est pas ce qu'on avait prévu. Un petit ou un gros problème. Je parle pas des drames ou des tragédies, genre deuil et autres. Mais quelque chose qui soit moins grave, moins dramatique, mais quand même... Ok, c'est plus la même histoire. Et très souvent, moi, je me dis, ok, on prend de la distance, on regarde ça, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'abord? S'il y avait un bon côté à ça, on sait très bien que parfois les difficultés sont aussi des petits, c'est le doigt de Dieu ou c'est la main de Dieu qui nous guide vers d'autres horizons, parce que finalement, c'est plus bon pour nous, même si on était persuadé que c'était ça qu'il fallait qu'on continue à faire ou à vivre. Bah non, c'est peut-être autre chose. Un peu comme les changements de vie, les changements de lieu et autres. Et à ce moment-là, on raconte l'histoire à deux, on se dit, tiens, Et c'est intéressant d'essayer de voir il ne peut pas y avoir un bon côté dans une difficulté. Et souvent, ça amène du plus, et ça amène à prendre des décisions, ça amène parfois à faire des choix courageux ou pas, ou à lâcher, ou à accepter. Et je trouve que c'est intéressant quand, dans un couple, les deux prennent un peu de recul par rapport à ça et commencent à en parler assis, en imaginant, comme si c'était une histoire. Et ça revient à l'idée du projet de couple ou du récit fondateur ou de ce qu'on raconte, mais c'est ça aussi qui fait toute la beauté, c'est l'histoire qu'on vit. On connaît des gens qui ont des drames ou des épreuves terribles et qui arrivent à être soudés, voire à avoir une espèce de légèreté, de délicatesse par rapport à ça. On se dit waouh.
mais c'est aussi parce qu'ils vivent, ils racontent une histoire ensemble. Je trouve on écrit son propre film de vie quand on est en couple. En fait, vous avez un scénario chaque jour. Sinon, s'il se passe rien, c'est reptilien, quoi. On mange, on dort, on fait ça, mais c'est pas très intéressant. À travers ça, qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire ? C'est vrai que les séries nous captivent tant. Pourquoi les séries nous captivent-elles tant ? C'est peut-être justement parce qu'il s'agit de surmonter à chaque fois alors, une tragédie, un meurtre, bref, un accident, une difficulté quelconque. Et après, on se remet à cheval, si je puis dire. Tu verras, oh que sera de Claude Nougaro. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras. Tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers plein les cieux, des hivers crépitants près du chat angora. Et je m'endormirai, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras. Tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras. Je crèverai le sommier, tu verras. En t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. Le diable est fait pour ça, tu verras. Je ferai le voyou, tu verras. Je boirai comme un doux et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux de rosée, et je t'insulterai dans du fer brisé. Je serai fou furieux, tu verras. Contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les eaux de mes bras craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras. Claude Nougaro. Alors nous parlons d'amour, comment faire des difficultés un moyen de se rapprocher dans le couple. Nous en parlons aujourd'hui avec Steven Gunnel et Sabrina Gunnel, Une seule chair, toujours ce film disponible de Sage Productions sur YouTube et autres supports. Florence Lautrédou, coach psychanalyste, thérapeute de couple et écrivain. Olivier Ponce en ligne avec nous qui a choisi d'aimer en tout cas Constance et qui l'a raconté dans ce livre Choisir d'aimer chez Artege. Eh bien effectivement nous arrivons à cette dernière partie d'émission. Les uns les autres avaient certainement aussi les uns les autres des auditeurs, j'entends vous auditeurs auditrices qui nous écoutez ce soir avez certainement une vision des choses. Comment vous surmontez justement les difficultés? Les avez-vous surmontées? Est-ce allé trop loin justement dans votre union? Racontez-nous cela sur la page de l'émission Quête de Sens ou à l'adresse mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce pourcentage effrayant qui monte d'année en année
à savoir, je crois, quasiment entre 70 et 80% des séparations interviennent à la naissance, avant la naissance, avant l'âge de 3 ans du premier enfant. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns les autres, Florence peut-être, Florence Lautrédoux, qui est notre psy du jour. Moi qui travaille toujours beaucoup sur les rêves, ça m'inspire le fait que déjà le problème de sommeil est clé. Ce qui se passe, c'est quand les gens commencent à être en tension avec un bébé et que le bébé, mettons, ne dort pas, il commence à être en tension. Les tensions favorisent le fait que les bébés ne dorment pas, donc le bébé sent la tension, donc il dort de moins en moins et les parents non plus ne dorment pas. Et à un moment donné, il y a un état de tension et de fatigue qui fait que, déjà ça, anticiper le fait que la naissance d'un enfant, le climat d'amour doit être encore renforcé pour qu'il y ait de la sérénité. Et qu'également, il y a des choses qui s'apprennent. Un enfant, on peut lui dire « tu dors ». Et il dort quand on lui dit « tu dors ». Mais s'il sent les tensions, il ne le fait pas. Donc je pense que l'état déjà nerveux du couple avec un jeune enfant n'est pas excellent pour certains d'entre eux, surtout dans un monde où, effectivement, il n'y a pas tellement de soutien familial, il n'y a pas tellement de modèles. Et puis même les principes de base qui sont aussi... on éduque un enfant et on l'éduque aussi à dormir. Eh bien, à partir du moment où tout ça ne tient pas, il n'y a pas de structure, l'harmonie du couple n'est pas garantie et à ce moment-là, les tensions montent parce que tout simplement, c'est tout basique ce que je dis, mais le couple est épuisé. Les gens sont souvent épuisés et le sommeil est clé. C'est vrai qu'on se dit souvent c'est chouette, on va fonder une famille avec des smileys plein les yeux. Et en fait, quand le moment arrive, n'est-ce pas, Steven, soit on prend la cisée vers Lyon, il n'y a pas de problème. Soit on s'attaque au problème ou à la joie. C'est curieux, la naissance, c'est à la fois une joie et une tragédie. C'est curieux. On l'a vécu. On l'a vécu. Vous l'avez vécu, vous deux, très honnêtement. Notre fille n'a pas dormi pendant 1 an. Elle a dormi quand son frère est né. C'est simple, quelques mois, peut-être 1 mois avant la naissance de notre fils, donc du deuxième. J'allaitais Victoria. Elle s'est arrêtée d'elle-même, de l'allaitement. Mais c'est vrai qu'elle se réveillait toutes les nuits, beaucoup de fois. Et je la berçais. Et c'est vrai que je la berçais et elle tétait. Et c'est vrai que je me voyais l'accouchement arriver. Et j'ai dit, Steven, je vais partir 4 jours à l'hôpital. Si tu veux pas faire 4 nuits blanches, il va falloir te lever pour t'occuper de Victoria. Pour essayer de leur rendormir sans que je sois là. Et il l'a pas fait. J'étais à chier. Il a pas voulu. Enfin voilà. Non, et je suis partie à l'hôpital en étant un petit peu stressée. Et le lendemain, il m'a dit, on a dormi tous les deux comme un bébé. Je fais quoi? Oui, mais il y a aussi ça, il y a l'effet de tension par rapport à ça. Puis souvent, il y a un autre aspect, c'est quand les enfants naissent, en fait, souvent, ce qui n'est pas été réglé de notre côté par rapport à notre propre rapport à notre père ou à notre mère, et ça vaut pour les deux conjoints, se réveille. Parce qu'à un moment donné, on voit l'autre dans la position de la mère. Pour peu qu'on ait un homme et une difficulté avec sa mère, il voit sa femme aimer, chérir brusquement devenir mère de quelqu'un d'autre. Et lui, en surimpression, elle devient la mauvaise mère, parce que lui, il a une image de mauvaise mère. Enfin, bref, tout le bazar psychologique non réglé se réactive à la naissance de l'enfant. Ça se réactive déjà avec le mariage, mais ça se réactive avec la naissance de l'enfant. Je pense qu'il faut que je fasse un travail là-dessus. Je crois que je l'ai toujours pas fait. Bien. Après 15 ans je le confesse publiquement. Mieux vaut tard que jamais. Je le confesse publiquement. J'ai été très médiocre, pour pas dire à chier, comme jeune papa. Non, mais je suis sûre que c'est pas vrai. Si. Non, mais je suis objectif, je le dis. Quand je suis excellent et très bon, je le dis. J'ai été extraordinaire pour la réalisation d'une seule chair. L'objectivité à toute épreuve. Et dans mon quotidien aujourd'hui avec mon épouse, mais au départ, c'était l'enfer. Et je me rappelle, la particularité de notre fille Victoria, c'est qu'elle avait du coffre. Et quand elle se mettait à hurler, mon pote... 2 parents avec une voix qui porte. Dans la bagnole, quand ça pétait, je crois que ça arrivait 2-3 fois, j'ai dû me garer sur le bord du chemin, sortir et hurler tellement ça me... Et donc, je ne sais pas à quoi ça me ramenait dans mon enfance, tu vois, moi-même, ce que j'ai subi, vécu, ou dans mes souffrances cachées, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'un bébé en bas âge, un enfant en bas âge qui dort pas, qui a du coffre, qui pleure beaucoup, etc., il faut vraiment être armé. Il faut une sacrée patience. Je me souviens, aujourd'hui, on en rit, mais je me souviens une nuit. Alors, c'est moi qui me levais parce que c'est vrai que Steven, à sa décharge, s'il se lève, il ne se rendort plus. D'accord. Bon, une fois, il s'est levé parce que forcément, elle hurlait. Elle a été pourtant changée, tétée, tout allait bien. Il y avait mais il y a des mystères comme ça. Et je me souviens qu'il l'a prise dans les bras et qu'il faisait les 100 pas en disant « Mais je ne comprends pas, pourquoi tu dors pas ?» Et moi, je regardais la scène et je me suis dit « Mais alors, comment va-t-elle dormir dans ces conditions-là » Mais c'est vrai que c'était assez drôle et en même temps, il était là. Voilà. Donc c'était et votre couple, là-dedans, pour revenir à notre sujet,
Ah bah, Est-ce que ça a été quoi après? Non, Ça a été ça l'attrape la quand même un descente bon aux moment. enfers ou Ouais, c'était dur. Hein. Les 5 premières années de mariage, Ouais. c'était l'enfer. C'était Ah pas évident. ouais. Ouais. Sur tous les plans. Notamment professionnel pour moi, parce qu'il n'y avait pas de boulot, Il y avait c'était rien la qu'à aller. galère. On avait perdu notre statut d'intermittent du Qu'est-ce qui vous a spectacle. fait tous les tenir deux. alors pendant 5 ans? Bah, j'ai envie de dire le sacrement, la le prière. sacrement, la foi. Ouais, la prière. Le soir, vous qu'on vous n'a pas parliez lâché. plus, c'était l'enfer. Bah, c'est pas ça, c'est Difficile, qu'on il y quoi. avait toujours soit un enfant, enfin, on était pris en fait comme un rouleau compresseur par le quotidien. C'est Quoi. ça. Donc il faut attendre que la vague passe. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes où vous surfez, pour ceux qui surfent. Enfin voilà, on Ouais. se prend la vague, on est chamboulé, on est dans le rouleau compresseur Voilà, et puis on t'attends que sort ça de là. Voilà. On a pris 4 une ans vague plus un peu tard, trop c'est une grande. autre vague. Peut-être, Ouais, c'est ça. C'était Mais on a appris à surfer rapidement, par contre. après. Maintenant, on tient debout maintenant Ouais. sur, Ouais, sur la planche, sur la planche. comme dirait Voilà. ma grand-mère. Olivier Ponce, le rapport à la maternité, grosse difficulté du couple. Alors, j'avais noté sur ma feuille quand même à aborder, parce que ça fait partie quand même des grosses difficultés, en tout cas des Français aujourd'hui, par rapport à leur couple. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'à la fois c'est une grande joie et un grand bouleversement, la naissance d'un enfant. Alors moi je dirais 3 choses qui ont Ouais. encore été dites. Mais je trouve quand même que le travail et l'argent est un problème. Oui. C'est-à-dire qu'on peut un peu trop sacraliser le travail. Ouais. Moi je lance un appel aussi aux employeurs. Je vois ma fille là, qui va bientôt rentrer de congé maternité. À chaque fois qu'elle revient, elle trouve ça épouvantable la façon de revenir dans la boîte Ouais. après son 2e enfant, enfin son 3e même. Et voilà, donc je lance un peu un appel aux employeurs en disant, soyez, réjouissez-vous. À chaque fois, j'ai une prof qui vient me voir en me disant je suis enceinte, toute gênée. Je dis mais génial, c'est super, c'est pas grave, vous allez pas être facilement, on va s'arranger. Il faut que voilà, les employeurs se réjouissent de l'arrivée des bébés, voilà, parce que c'est une joie d'abord. Et puis peut-être mon 2e appel, il est aux jeunes couples, ne restez pas seuls. Je crois Ouais. que fondamentalement, un couple seul est un couple en danger. Mmh. On a besoin, et c'est pas les copains, les bières le soir et les restos D'accord. dont on a besoin, c'est avoir un mouvement de couple qui nous aide. Je pense à bon, nous on aime beaucoup Cana parce que c'est notre terre, Chmanov, mais il y a d'autres choses comme les équipes Notre-Dame, les couples Amour et Vérité, Alpha Couple. Il y a plein de choses pour aider les couples. Donc, par pitié, dès les premières années de mariage, ça vous aide. Même si ça vous paraît lourd, une soirée par mois, perdez du temps, une soirée par mois, ceux qui m'écoutent, et vous verrez, vous en gagnerez pour résoudre des petits problèmes comme justement ce problème de la naissance, ces problèmes de la nuit, et la décision de la grand-mère qui va peut-être vous aider à lâcher le bébé, à arrêter le cododo, à tous ces trucs-là. Voilà, puis le 3e appel, il est envers la société, c'est que la société ne fait pas grand-chose pour aider aujourd'hui les mamans quand même. Et pourtant, c'est la plus belle chose du monde. Sans maman, sans maternité, on n'a plus rien. Donc, ça reste une joie fondamentale. Donc, si ça ne va pas aujourd'hui en France, en tout cas, il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on aide plus les mamans. Il faut qu'on soit tous très attentifs. Il faut arrêter tous qu'on s'arrête dans la rue dès qu'on voit un bébé et qu'on s'agenouille devant ce bébé en disant mais c'est génial ce bébé et qu'on congratule la maman. Moi, dès que je vois une maman, je la félicite et je vois son visage s'illuminer. Mais il y a quelque chose quand même, on a changé tous collectivement. Ouais. C'est une question de maternité. Moi, ça fait sourire Florence. Non, parce que je pensais à réarmer la France et je me disais bravo Olivier. Désolée. Ce sera le mot de la fin parce que sinon on va se faire Olivier un petit peu... parle comme une femme, il est superbe. Merci beaucoup. Et vous parlez comme des amoureux d'hier ou d'avant-hier. Allez, merci Steven Cunel, merci Sabrina, merci Olivier Ponce au bout du fil. En bisous à Constance, enfin bisous dis donc, je suis un peu cavalière. Et Florence Lautrédoux, merci infiniment. Et voyez comme quoi les difficultés ont du bon dans la vie de couple. Merci infiniment les amis.